Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette nouvelle édition de notre événement dans le cadre de la Paris Infra Week de Paris Europlace. Nous, on fait partie de cette entité. Paris Europlace, c'est notre entité mère. Et aujourd'hui, nous avons comme sujet quelles solutions pour financer les infrastructures vertes et la décarbonation des infrastructures. Avant de passer la parole à nos intervenants à qui je remercie leur présence, je voudrais dire très rapidement quelques mots sur Finance Innovation. Nous, on est le hub de la finance, le hub de l'innovation de la finance, y compris l'immobilier. Et nous comptons sur plus de 600 membres, start-up, grands groupes, des groupes dans la banque, dans l'assurance, des sociétés de gestion, des investisseurs, des institutions académiques et des start-up, bien sûr, dans la fintech, l'insurtech, les AMTech, PropTech, FinTech immobilière, et j'en passe. Et le rôle principal des Finance Innovation, c'est de permettre la synergie entre les grands groupes, les startups, et de faciliter aussi les investissements et les synergies avec ces startups. Et je passe la parole à nos intervenants qui je présente très rapidement. Anne-Sophie Le Lavasseur de Columbus Consulting, Béatrice Gage de Swiss Life Asset Manager et Charlotte Lavie Dotfer de Shellshare France Gestion du groupe Arkea, Cécile Joly de KLS, Mathieu Silva Santos de Goodvest et Tristan Picard d'Axonta. Anne-Sophie, à toi la parole. Bonjour à tous et merci d'être là. Merci à vous tous aussi d'être là pour parler du financement des infrastructures vertes et de la décarbonation. On va parler des enjeux, de l'état des lieux au niveau mondial et européen, et puis de quelques solutions par rapport à ce financement et à cette décarbonation. Juste pour rappeler un peu le contexte, vous savez que depuis 2019, le pacte vert ou le pacte pour la croissance verte, Green Deal européen a été adopté avec des objectifs ambitieux de diminution des émissions de carbone de 55% à horizon 2030, c'est ce qu'on appelle le Fit for 55, des nouvelles réglementations qui préoccupent beaucoup d'entreprises aujourd'hui sur la CSRD, plus spécifiquement au niveau de la finance, des réglementations SFDR et en France, la loi énergie-climat et son article 29. Voilà, on va rentrer un petit peu plus dans toutes ces évolutions réglementaires, différentes contraintes. Et pour commencer, je vais passer la parole à Béatrice. Donc bonjour et bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du panorama que vous faites aujourd'hui sur ce financement des infrastructures au niveau européen ou plus largement dans le monde? Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors je vais peut-être reprendre certains éléments de contexte que vous avez donnés. Et aussi faire le lien avec ce que José a dit, puisqu'en général, quand on investit dans des infrastructures, il faut aussi trouver finalement un écosystème. Finance Innovation est un bel écosystème aussi pour les infrastructures, et ça permet finalement d'avoir une bonne cartographie. Après, par rapport aux grands enjeux que vous avez évoqués, et notamment par rapport à la réglementation existante qui va faciliter le financement, il faut se poser la question des problématiques. Voilà, le New Green Deal, mais j'allais dire aussi avoir une vision un peu plus holistique entre ce qui se fait dans le monde, vous l'avez bien dit, et ce qu'on n'a pas encore réussi à faire, notamment en Europe. La première chose qu'on peut dire, c'est qu'avant de parler des infrastructures vertes et de la décarbonation, pour les investisseurs institutionnels, finalement, quand on regarde leur portefeuille d'investissement, parce qu'en général, on peut financer en equity, on peut financer en dette les infrastructures, mais on a des allocations sur toutes les classes d'actifs, notamment les valeurs mobilières, l'immobilier, José en a parlé, et les infras. Et quand on fait des exercices donc à moyen et long terme, pour juger finalement de la rentabilité, du risque et de l'intérêt d'avoir de l'infrastructure ou pas dans le portefeuille des investisseurs institutionnels et des épargnants, tout à l'heure Mathieu en parlera, et ben on se rend compte que quand on compare la France et les États-Unis, on peut se dire aux États-Unis finalement il y a une culture du financement, les marchés des capitaux sont pas les mêmes qu'ici. Et finalement, les grands investisseurs institutionnels ont toujours investi entre 5 et 8% finalement en infra. D'accord? Et ça, c'est historique. Alors que nous,
on était entre 0,5 et 1%, c'est 2400 milliards en France pour les investisseurs institutionnels. Donc déjà, il y a une forme de déséquilibre finalement avant le New Green Deal, avant le Grand Pacte Vert. Donc ça, c'est important à souligner. Pourquoi? Parce qu'on se dit, mais encore une fois, quand on réfléchit sur la rentabilité, quand on réfléchit sur des performances globales, finalement, l'infrastructure est le grand oublié des portefeuilles institutionnels. On en a très peu, alors qu'on peut aller jusqu'à 5%. Alors que finalement, ça permet d'avoir une stabilisation des cash flows, une rentabilité récurrente. C'est un bon produit contre l'érosion monétaire. Et finalement, c'est aussi un produit de diversification par rapport aux autres classes d'actifs. Et au sein des infrastructures, selon qu'on soit régulé, market ou contracted, là aussi, on peut diversifier. Et on peut avoir une approche qui peut être globale, européenne, ou on va le parler tout à l'heure, plutôt française. Donc ça, c'est la première chose. Après, je pense que tout le monde dans la classe, j'allais dire, parce qu'on est en forme de classe, mais tout le monde dans la salle, pardon, c'est pas qu'on se prend pour des professeurs, mais tout le monde dans la salle se rend compte qu'on a eu des polycrises, il y a eu la crise sanitaire, mais en fait, on avait déjà pensé au New Green Deal avant, d'accord? C'est quand même important de le souligner. Et il y a eu cette accélération de se dire, OK, il faut accélérer la transition. Et en fait, ce que je trouve qui est magique ou relativement vertueux, c'est de dire il faut accélérer la transition, la décarbonation. Et en fait, dans cette logique aussi de risque géopolitique accru, cette décarbonation, cette accélération dans la transition, ça va aussi nous permettre d'avoir une forme de souveraineté énergétique qui est extrêmement importante. Et en plus, pour boucler la boucle, ça va permettre aussi de mobiliser l'épargne, de la faire fructifier, et du coup, on va engendrer une dynamique vertueuse. Alors, c'est pas que des mots, parce que les Américains l'ont bien fait. Et il faut réfléchir, notamment par rapport aux problématiques qu'on connaît, et puis après, je vais passer la parole, de se dire, le fameux Green Deal européen, et aussi le Green Deal américain, s'inspire finalement de ce qu'a fait Roosevelt du New Deal. D'accord? Il y a cette idée qu'il y a un moment, il y a des vagues technologiques qui vont arriver, il y a des ruptures technologiques qui vont arriver et qui vont permettre justement à la fois d'innover et de porter la croissance de demain. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, les infrastructures vertes et la décarbonation, ça va aussi porter la compétitivité européenne. Ça, c'est le grand pari. Alors évidemment, nous, on est français, donc on va dire ça va porter la compétitivité française, et c'est la raison pour laquelle c'est un cercle vertueux, parce que on porte la compétitivité et on fait fructifier de l'épargne. J'allais dire qu'on investisse à la fois pour un investisseur institutionnel, et on parlera des solutions, ou pour l'épargnant. Voilà, donc ça c'est le contexte finalement. Faut regarder les Américains déjà de manière historique, et il faut se dire c'est ce qu'il faut faire, et je pense qu'on a des régulateurs qui ont bien réfléchi et qui nous ont aussi trouvé, j'allais dire, une forme de réglementation pour permettre cette dynamique vertueuse. Voilà. Très bien. Merci, Béatrice. Est-ce que vous pouvez compléter, Charlotte, sur la vision plus européenne? Oui, bonjour à tous. Ravi d'être là aujourd'hui au sein de Finance Innovation. Juste 2 mots pour me présenter. Donc, moi, je suis Charlotte Lévy-Daudefoy. Je co-dirige l'activité de gestion de dette infrastructure au sein donc du pôle de gestion d'actifs du groupe Crédit Mutuel Arkéa. Un groupe très engagé dans la transition, puisqu'on est une entreprise à mission avec pour objectif d'accompagner les transitions et les décarbonations. Donc, on est exactement dans notre thème. Alors, nous, on estime qu'effectivement, cette réglementation européenne et puis, de toute façon, les défis du changement climatique et de la biodiversité, d'ailleurs, auxquels il faut faire face, c'est une opportunité unique pour les acteurs européens de devenir des leaders sur un certain nombre de sujets. On parle d'infratech, de cleantech. Ça, c'est des sujets effectivement qui sont en pleine évolution et qui créent vraiment des opportunités importantes. C'est le domaine des énergies renouvelables, c'est le domaine de la mobilité propre, c'est le domaine de l'hydrogène où il y a quand même des leaders européens qui se créent. Alors les besoins, on l'a dit, sont immenses, bien supérieurs au niveau des investissements actuels. En Europe, c'est la Banque européenne d'investissement qui estime que il faudrait consacrer en moyenne 5% du PIB des États par an au financement des infrastructures pour atteindre les objectifs de décarbonation qui ont été donnés dans le cadre de ce Green Deal, etc. Aujourd'hui, on fait la moitié. Donc, en fait, il faut doubler la taille des investissements qui sont faits aujourd'hui. En France, c'est à peu près le même constat. Il y a un rapport qui vient de sortir qui estime
le besoin pour la décarbonation à de l'ordre de 100 milliards par an en moyenne d'ici 2030-2035. Donc, des moyens colossaux et en gros, il faut au moins doubler ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, comment doubler les investissements alors qu'on est face à des crises, on traverse des crises, et puis face à des institutions publiques ou des États qui sont face à des déficits. Donc, une des solutions, effectivement, et qui est incontournable, hein, c'est de faire appel au financement privé, que ce soit sous forme d'equity ou sous forme de dette. Et d'ailleurs, c'est le message qui est délivré depuis le début de la semaine par les représentants publics, le Trésor, etc., dans le cadre de la Paris Infra Week, pour faire appel aux investisseurs privés. C'est vrai que le marché du financement des infrastructures, c'est un marché privé. Alors, historiquement, en Europe, il est dominé par les banques. Hein, c'est les banques qui ont fait ce travail-là. Et depuis la crise financière de fin 2008, ce sont les institutionnels qui ont pris le relais, ou en tout cas qui ont complété, on va dire, les financements bancaires sous forme de fonds qui s'adressent aux investisseurs institutionnels et de plus en plus aux épargnants, avec ce fameux mouvement de démocratisation dont on parlera. Et donc nous, typiquement, voilà, nous gérons des fonds de dette qui couvrent tout le spectre de financement et qui ont vocation à investir dans ces transitions énergétiques, transitions digitales, pour faire face à ces enjeux. Merci. Mathieu, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le rôle des particuliers ? Bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, le rôle des l'épargnant, le rôle des particuliers en tout cas, il est très important. À mon sens, aujourd'hui, quand on observe déjà rien que l'épargne des Français, aujourd'hui c'est plus de 6 000 milliards en France, donc c'est colossal. Il y a un besoin de financement de la transition énergétique qui est aussi colossal. Hein. Je crois que l'Agence internationale de l'énergie estime qu'il faut investir 5 000 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour tenir les objectifs climatiques de l'accord de Paris. Donc les épargnants ont un rôle. On parlait de flux de financement privé, et d'ailleurs le GIEC le rappelle très bien, hein, de mobiliser en tout cas à la fois les flux publics et les flux privés pour participer à la réussite des objectifs de l'accord de Paris. Nous, on s'est intéressé il y a pas si longtemps, en fait, cette année, à la thématique, à cette classe d'actifs qui est quand même assez intéressante. Je vais pas revenir sur le contexte, hein, mais tout ce qui est demande d'énergie croissante, besoin de souveraineté énergétique et décarbonation de notre mix énergétique également, qui ont fait qu'on s'est intéressé à cette thèse. On a commencé à un petit peu sonder nos clients vis-à-vis de cette classe d'actifs qui était en fait inconnue, hein, pour les épargnants non fortunés, entre guillemets. Donc on a commencé à les sonder, et ces clients pourtant étaient en demande d'impact et de non-coté. Nous, notre activité, elle s'est portée historiquement sur des classes d'actifs très particulières, très classiques. On proposait des contrats d'assurance vie et des plans épargne retraite en actions et en obligations. Donc rien de plus simple, et pourtant qui permettent de poser un petit peu les jalons d'une stratégie patrimoniale. Donc on a commencé à les sonder sur cette classe d'actifs, et en réalité on a remarqué que c'est une classe d'actifs qui les intéressait énormément. Et les raisons en soi, c'est pas si étonnant. Les raisons sont simples, hein, c'est que les clients sont en demande de concret. Quand on leur propose des fonds actions, obligations, alors effectivement ça les intéresse parce qu'on met en avant toute une durabilité de ces sous-jacents, mais en réalité ils veulent du concret, ils veulent savoir concrètement dans quoi ils y vont investir, ils veulent savoir concrètement à quoi leur argent va participer. Ils veulent de la transparence et de la traçabilité de leurs capitaux. Avec des fonds actions cotés, malheureusement, avec tous les efforts du monde, on ne peut pas avoir la traçabilité réelle sur ces capitaux. Avec du financement d'infrastructures, qui plus est que de la dette, on parlait de dette tout à l'heure, on peut le faire. Et donc nous, on a intégré cette classe d'actifs accessible à partir de 500 € dans nos portefeuilles. Et en réalité, ça a pris directement. Et à mon sens, au-delà de la partie extra-financière, parce que effectivement, on accentue l'orientation durable de ses investissements, de son portefeuille d'actifs. Il y a aussi un aspect financier très intéressant. On parlait de lutte contre l'érosion monétaire. Hein. Cette classe d'actifs offre une protection historique contre l'inflation, ça on le sait. Et il y a un aspect de diversification qui est non négligeable. On sait que les épargnants sont sensibles à tout ce qui est actifs tangibles, immobilier, pierre-papier, etc. Là, avec de l'infrastructure, justement, on leur offre un produit de diversification complémentaire et un produit de décorrélation qui échappe par définition aux aléas de la bourse et à la volatilité, en tout cas, des marchés financiers. Donc voilà un petit peu sur la vue épargnant.
Voilà un petit peu sur la vue qu'on peut avoir vis-à-vis de nos clients sur cette classe d'actifs. Très bien. Merci. Donc, on vient de parler effectivement de financement et de différentes sources de financement. Peut-être qu'on peut essayer maintenant de parler solutions. Tristan, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement les solutions que vous proposez pour ce financement? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Donc, il y a les solutions. Alors, en effet, dans les financements, il y a aussi d'autres sources de financement encore que sont les subventions. Donc, on a des subventions européennes, françaises, du fonds chaleur, des aides régionales, des aides européennes, les certificats d'économie d'énergie. Et je vais parler des solutions parce que il y a ce qui est intéressant dans les infrastructures vertes, dans la décarbonation, c'est que certaines de ces solutions sont également un levier intrinsèque de financement. Alors, pour vous décrire ce qu'on fait nous, Axenta, donc Axenta, on est un acteur de la décarbonation du chauffage et de la climatisation, alors, ce qui représente 15-20% des émissions de CO2 en France, donc c'est assez majeur, l'impact est fort. Et donc, dans les solutions, en fait, il y en a, donc c'est graduel, puisqu'il y a une première solution qui consiste à réduire les consommations de tout type de bâtiments. Donc là, on est vraiment tous secteurs confondus, hein, c'est du logement, du tertiaire, de l'industriel, du public, des collectivités, etc. Donc le premier effet, c'est de réduire les consommations, parce que du coup, vous consommez moins d'énergie, donc vous émettez moins de carbone. Donc là-dessus, nous, on a des solutions où on va installer des petites infrastructures, des capteurs, des automates, etc., dans tout type de bâtiments, qui permettent de piloter les équipements techniques de chauffage et de climatisation, et donc de coller au plus près des besoins pour consommer au plus juste, pour assurer le confort des occupants. Et en plus, ensuite, on peut aller un cran plus loin. Alors, grosso modo, les premières solutions, on est à peu près dans l'ordre de grandeur de 30-40% d'économie d'énergie. Donc, par rapport aux échéances décrets tertiaires, par exemple, ça nous permet de faire premier pas pour les échéances 2030. Et derrière, ensuite, on a des solutions où là, on va pousser un peu plus loin le travail. On va carrément remplacer les systèmes de production de chaud et ou froid en fonction des bâtiments. Le froid est de plus en plus sollicité. Et là-dessus, là aussi, il y a des solutions vertes d'infrastructures. Donc souvent, c'est une hybridation de systèmes parce que vous avez entendu parler des pompes à chaleur, elles sont aérothermiques, géothermiques, il y a des chaudières électriques, on peut parfois avoir une petite pointe de gaz quand on ne veut pas rénover toute la distribution et les émetteurs dans les bâtiments. Et donc là-dessus, nous, on a bâti une expertise et on s'est rendu compte que si on maîtrise une bonne conception intelligente de ces systèmes pour optimiser le CAPEX et derrière avoir un pilotage fin, parce qu'en fait, alors la mauvaise nouvelle sur ces infrastructures, c'est qu'elles sont coûteuses en investissement, elles coûtent plus cher que de mettre une chaudière gaz. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que dans les charges d'exploitation, c'est beaucoup moins cher. Je vous donne un chiffre pour illustrer. Une chaudière gaz, vous rentrez 1 de gaz, ça sort 1 de chaud, à peu près, un peu moins. Alors que quand vous avez une pompe à chaleur géothermique, par exemple, c'est 1 d'élec qui rentre et 4 de chaud et de froid qui sortent. Donc en fait, dans la durée, à un moment, les courbes se croisent parce que le surinvestissement que vous faites au départ, il se paye dans le temps. Et donc c'est là-dessus que nous, on a axé notre modèle. Donc on a développé des compétences globales. Donc on sait faire la conception, la réalisation, le pilotage dans le temps, ce qui nous permet de nous engager sur une performance. On a des outils de régulation intelligents parce qu'en fait, on se base sur des technologies qui sont vieilles comme le monde. Hein. Je parlais de pompe à chaleur, de géothermie. On parlait tout à l'heure de l'importance de la souveraineté. Je fais un petit zoom sur la géothermie. La géothermie, l'énergie, elle est sous nos pieds. Elle est infinie. Parce qu'en fait, la chaleur qu'il y a dans le sous-sol, vous descendez un peu plus de 10-20 mètres sous le sol, vous avez une température qui est constante toute l'année. Ce qui fait que les pompes à chaleur que vous avez dans vos bâtiments, en fait, elles puisent leurs calories. L'hiver, quand il fait 0, -7 dehors, les systèmes classiques ont du mal à fonctionner. Une pompe à chaleur aérothermique va devoir faire beaucoup d'efforts pour passer de 0 à 19 degrés. Quand on va chercher dans le sous-sol, on est à 13, 14, 15. Donc l'effort pour arriver à 19, il est faible. Et l'été, c'est pareil. L'été, avec les canicules, quand il fait 35, 40 degrés dehors, il faut faire un gros effort pour descendre à 26. Voire même parfois, quand on est au-dessus de 45, les systèmes ne fonctionnent plus, ce qui est très problématique, parce qu'on y arrive de plus en plus souvent. Et là, pareil, vous avez ce qu'on appelle du géocooling. Vous prenez le frais du sous-sol et vous le faites circuler tout simplement. Et donc, ça rafraîchit. Donc les solutions, elles existent. On a rajouté un peu de technologie, d'intelligence artificielle, etc., qui permet d'anticiper comment le sous-sol va s'appauvrir et donc le réchauffer en prenant l'air chaud gratuit l'été et le mettant dans le sous-sol. Bref, tout ça permet de s'engager sur les économies d'énergie. Et les économies qu'on génère, en fait, toutes les économies générées dans le temps vont être réutilisées pour amortir le surinvestissement.
Donc, quand on combine les subventions, on va toutes les chercher, plus ces économies d'énergie qui permettent d'amortir le surinvestissement, alors on se retrouve sur des moyens de financer les infrastructures vertes. Très bien, merci. Cécile, est-ce que vous pouvez nous parler de votre plateforme justement et de ce qu'elle peut proposer sur ce financement des infrastructures? Oui, bonjour à tous. Peut-être juste avant, vous indiquer qui est KLS, parce que je pense que tout le monde ne nous connaît pas. En effet, KLS, nous sommes un éditeur de logiciels dédié au métier du financement des entreprises, au financement des infrastructures, au financement de projets. En fait, nous outillons tous les financeurs, qu'ils soient alternatifs, qu'ils soient de la dette privée ou bien sûr de la dette bancaire. Nous les outillons pour leur permettre de faire plus et de faire mieux, c'est-à-dire on a digitalisé en fait des process métiers et notamment dans le suivi et le pilotage de la dette et notamment lorsque cette dette devient de plus en plus complexe. Donc je vais y revenir parce que c'est finalement notre plateforme est une solution pour permettre en fait à l'ensemble des financeurs de pouvoir demain faire 2 fois plus, parce qu'il va falloir faire 2 fois plus sans avoir de contraintes en fait opérationnelles. Juste avant de répondre à ta question, moi je trouve que tout ce qu'on vient d'entendre est à la fois assez palpitant, parce que finalement on voit qu'on a devant nous une ambition qui est très belle, celle de la neutralité carbone à 2050. On a en fait un moyen, les infrastructures. Les infrastructures, je lisais que l'usage en fait des infrastructures, c'est 50% en fait des émissions de gaz à effet de serre. Donc finalement, agir sur les infrastructures, ça va nous permettre d'être beaucoup plus réactifs dans l'ambition. Et puis on voit qu'il y a énormément en fait de diversité de solutions pour les financer et je rajouterai d'ailleurs d'autres solutions de type SLL ou SLB, mais je pense qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure, du crédit bancaire classique, mais qui doit être structuré et très souvent partagé, c'est-à-dire syndiqué. Et finalement, cette diversité en fait de sources de financement et ces volumes, nous, ce que nos clients nous disent, nos clients banques, financiers, fonds de dette ou fonds d'investissement, nous disent notre problématique aujourd'hui, c'est pas tant de faire, mais ça va être aussi de les gérer, c'est-à-dire de les piloter. L'ensemble en fait de ces financements vont nécessiter en fait un pilotage pour suivre finalement l'impact positif de cette décarbonation, à la fois au travers de covenants extra-financiers, d'engagements extra-financiers qui seront pris, mais aussi au travers de bilan carbone qu'il va falloir évaluer et suivre. Et finalement, l'ensemble de nos clients nous disent « Oui, mais comment on va faire ? On est dans un contexte aujourd'hui où on n'est pas forcément dans les banques ou dans les fonds en train de recruter du middle office. On n'est pas dans un contexte de fonds propres extensibles dans les banques. Donc, il nous faut des moyens, et des outils pour pouvoir en fait faire face finalement à ces enjeux, parce que 3 enjeux, un enjeu typiquement opérationnel, comment en fait je vais suivre et comment je peux industrialiser ce suivi à l'avenir, comment collecter en fait ces informations de façon industrielle. Le deuxième, c'est un enjeu de collaboration, de collaboratif, comment en fait je peux partager cette information avec l'ensemble de mes partenaires. Et enfin, le troisième, c'est finalement, je vais collecter plein de données. Comment je peux extraire ces données et les exploiter? Et finalement, la solution à tous ces enjeux, ce sont des solutions de plateformes digitales, des outils qui vont permettre finalement de venir appuyer les actions en fait de ces financeurs, les appuyer avec des solutions d'automatisation, de partage d'informations, de collecte, d'interfaces. En fait, le digital permet énormément de choses. Des interfaces miroirs, des data rooms partagés, de la collecte automatique, de l'extraction de données. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie de faire et d'apporter en fait à nos clients banquiers ou investisseurs au travers de notre outil et de notre plateforme KLS. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous pour ce premier panorama. Donc on voit qu'il y a des financements, des solutions. Néanmoins, il faut aller plus vite, faut largement augmenter ces investissements. On va essayer de décrire les différentes solutions ou leviers qui sont à notre disposition. Déjà, Mathieu, peut-être la réglementation peut nous aider. Enfin, ça va dans ce sens-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Ouais. Alors, je vais parler uniquement de la réglementation, en tout cas qui touche les clients particuliers. Et je pense notamment à la loi Industrie verte qui est toute récente. Et je pense qu'on en parle énormément en ce moment, notamment les assureurs. Au-delà du renforcement du devoir de conseil, de l'introduction de nouveaux types de gestion au sein d'enveloppes assurantielles, la loi Industrie verte, elle introduit quelque chose d'assez intéressant. C'est l'obligation d'intégrer du non-coté au sein de gestion pilotée au sein de plans épargne retraite et en assurance vie également. Donc ça, c'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, c'était pas obligatoire au sein de ce type d'enveloppe. Donc aujourd'hui, dès lors qu'un épargnant veut souscrire à un plan épargne retraite chez un courtier ou un assureur, dès lors qu'il opte pour la gestion pilotée, une part de non-coté devra être intégrée. Et dans cette part de non-coté, finalement, on peut proposer à ce client d'intégrer, par exemple, des fonds qui investissent dans des infrastructures vertes, dans des projets d'énergie renouvelable en Europe ou autres. Et donc, ça va permettre, à notre sens, de justement flécher finalement les capitaux des épargnants vers ce type de solution. Donc, la loi Industrie verte, typiquement, beaucoup en tout cas l'ont vu comme une contrainte, mais on le voit au contraire comme une opportunité, à la fois pour nous de mettre en avant ce type de solution, à la fois pour le client, je vais revenir sur ce que je disais, mais d'accentuer la diversification de son portefeuille d'actifs dans le cadre d'une stratégie patrimoniale à long terme. Mais il faut sensibiliser et faire de la pédagogie. C'est une classe d'actifs qui est compliquée, historiquement réservée à une clientèle institutionnelle. Donc, il faut faire de la sensibilisation, il faut faire de la pédagogie. Il n'y a que comme ça que les épargnants, qui, je répète, font partie de la solution, se tourneront vers cette classe d'actifs. Faut savoir qu'aujourd'hui, en France, la peur du greenwashing et le manque de transparence sont un des principaux freins à l'investissement. Donc, il faut monter patte blanche et il faut faire de la pédagogie. Nous, on fait beaucoup de formations justement gratuites à destination de nos clients pour les sensibiliser à ce type de solution. Donc, voilà, à peu près sur ce qu'on a pu nous observer, en tout cas sur la loi Industrie verte, mais de toute façon qui mettra du temps en plus à être mise en place. Là, le décret vient d'être est entré en vigueur le 24 octobre. Donc, on a encore un petit peu de temps, le temps que ça soit clair chez tous les assureurs. Mais à notre sens, ça nous paraît être une bonne opportunité, en tout cas pour les épargnants et pour le financement des infrastructures et la décarbonation des infrastructures. Très bien, merci beaucoup. Cécile, vous parliez tout à l'heure des SLL. Il y a plein de solutions sur de la dette. Est-ce que, Charlotte, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces différentes solutions ? Oui, alors moi je vais revenir effectivement sur ce qui vient d'être dit sur les supports ou comment on finance les infrastructures justement et comment on crée ce type de solutions pour des épargnants individuels ou des investisseurs institutionnels et avec toute la panoplie possible. Typiquement, financer des infrastructures et dans le cadre, quand on parle d'infrastructures vertes, il y a vraiment une double approche en tout cas que nous on met en œuvre. D'une part, une approche financière classique, le choix, la sélection des projets, puisqu'on est sur des modes de financement un peu particuliers, liés à un projet bien spécifique. C'est là le caractère concret de ces actifs réels que sont les infrastructures. Donc, on finance un projet. Donc, il y a un certain nombre de due diligence financière, assurance, technique, juridique qu'on met en œuvre. Donc, ça, c'est une approche, on va dire, très classique. Et quand on parle d'infrastructure verte, on double cette approche financière d'une approche extra-financière, d'une approche d'analyse en termes d'impact. En tout cas, c'est nous comme ça qu'on conçoit ce type de solution. Pour nos fonds, on a typiquement un fonds à impact article 9, donc c'est vraiment le niveau le plus exigeant en termes de transparence financière, d'engagement à financer des investissements durables. Et donc là, on va passer nos investissements au tamis des grilles de SFDR, donc Sustainable Finance Disclosure Regulation, donc tout ce qui est la réglementation européenne qui a vocation à orienter l'épargne vers justement les infrastructures vertes et pour répondre aux engagements climatiques environnementaux. Donc ça, c'est une première grille d'analyse. On a une seconde grille d'analyse qui est la taxonomie européenne. C'est une sorte de classification des activités pour identifier les activités qui ont un impact positif sur la lutte contre le changement climatique. Donc nous visons dans nos fonds un alignement à la taxonomie européenne, donc à vraiment concrètement avoir une part verte très significative dans les portefeuilles. Et puis le troisième critère, grille d'analyse qu'on applique, c'est la notion d'impact. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'effectivement, on va rechercher des financements qui ont vraiment, donc on va pouvoir démontrer l'impact positif sur le climat
à la fois en respectant les 3 critères d'impact qui ont été définis, ce qu'on appelle l'intentionnalité. Donc, il faut vraiment bien définir quel est l'objectif du financement, du projet financé. L'additionnalité, en quoi le financement va apporter quelque chose dans cette lutte contre le changement climatique, et le fait d'orienter les financements vers ce type d'infrastructure verte, ça donne clairement un signal au marché qui va orienter les flux. Et puis enfin, le 3e critère très important qui a été déjà évoqué, c'est la mesure. Il faut pouvoir mesurer l'impact effectif de cet investissement et sa contribution à travers d'indicateurs d'impact comme les tonnes de CO2 évitées, le nombre de kilowattheures verts produits, etc., etc. Donc, c'est comme ça que nous, on définit tout au long du processus d'investissement la sélection des actifs et qu'on oriente nos flux. Peut-être un exemple pour rendre ça un petit peu plus concret. On a financé par un sujet de ce que je qualifierais de smart infrastructure. Donc, c'est le financement de déploiement de boîtiers intelligents qui permettent de piloter à distance la consommation énergétique dans les maisons en France, dans le secteur résidentiel, et de pouvoir piloter et donc arrêter cette consommation, donc faire de ce qu'on appelle de l'effacement, c'est-à-dire ne pas consommer au moment des périodes de pointe. Et donc ça permet d'une part d'économiser de l'électricité, la consommation électrique pour les particuliers, et ça permet aussi d'éviter la mise en route des installations de production les plus nuisibles pour l'environnement, puisque vous savez que dans les périodes de pointe, ce qu'on va chercher pour répondre à la pointe, c'est les centrales à charbon. Donc ça permet d'éviter la mise en route des centrales à charbon, donc un impact sur l'environnement aussi très très positif. Et tout ça se fait aussi sous forme de financement de type green bond, green loan, Sustainable Link Loan, etc. Donc tout ça en fait pour dire que c'est des financements qui sont vraiment fléchés avec des indicateurs et de la mesure d'impact qui est suivie à l'investissement, mais aussi annuellement, périodiquement, pour mesurer effectivement la contribution effective des financements à leur objectif environnemental, objectif vert. Donc voilà, c'est ce type de financement vert. C'est ce que nous, en tout cas, on pratique quand on parle de financement des infrastructures vertes ou de la décarbonation. Et Béatrice, dans une vision plus equity, là on vient de parler de solutions plutôt de dette. Alors dans la vision equity, j'allais dire la philosophie, c'est exactement la même que ce qu'a exposé Charlotte, donc je ne vais pas la répéter. Mais après, par rapport à cette idée d'accélération de loi industrie verte, peut-être dire que il y a quelques années, l'équipe infra, c'était 3 personnes. Aujourd'hui, ils sont 65. Swiss Life Asset Manager, c'est à peu près 12 milliards. En termes d'equity, c'est une quinzaine de fonds. Un fonds proprement énergie renouvelable, c'est à peu près 25% d'actifs sous gestion. Et il y a cette idée qu'effectivement, il y a des besoins, il faut les accélérer. Et je vais peut-être faire que quelques commentaires par rapport à ce qui a été dit autour de la table, notamment par Tristan, aussi par Charlotte et Sophie. C'est-à-dire que on a parlé de cette fameuse rentabilité du risque. Donc, pourquoi on fait des produits en termes d'equity? C'est évidemment pour générer de la performance. Donc, la performance, j'allais dire historique sur les infras, on va dire que c'est entre 5 et 8, d'accord, par an. On l'a pas dit autour de la table, mais c'est des investissements à long terme. Donc, par rapport à l'immobilier, quand on va être sur des fonds à 10 ans, là, on va être plutôt sur des fonds à 25 ans. En termes de solutions aussi par rapport à la demande et aussi par rapport à cette nécessité de répondre finalement à la philosophie des acteurs, de répondre aussi au fait qu'on doit apparier leur passif. On a à la fois des fonds fermés mais aussi des fonds ouverts, donc ça c'est relativement important. Tout à l'heure on a donné ce chiffre de 5% du PIB qui doit être investi. Là aujourd'hui, pourquoi il y a aussi cette prise de conscience chez Swiss Life qui est pas récente, qui est quand même qui s'inscrit dans une approche très holistique, c'est que au regard des endettements et de l'endettement qui a augmenté de 10 à 20 points là, notamment en Europe depuis la crise sanitaire, les gouvernements vont pas faire plus que 0,1 à 0,2% du PIB. Donc évidemment, il faut prendre le relais et c'est la raison pour lequel on accélère. Après on investit en equity, on investit avec qui, sur quel type de produit. Évidemment, il faut une connaissance du secteur et j'allais dire,
investir dans la transition et la décarbonation, c'est à la fois avoir des profils qui peuvent screener véritablement d'un point de vue financier, d'un point de vue technique, parce qu'on est vraiment sur des infrastructures aujourd'hui qui sont intelligentes. Donc chez nous, il y a quand même beaucoup de PhD, il y a beaucoup de gens qui viennent du secteur comme vous, par exemple Tristan. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est typiquement aussi ce genre de solutions clés en main. C'est-à-dire les solutions clés en main, on les peut-être trouvait pas il y a encore, on va dire 5-10 ans. Quelque part, c'est à la fois du plus léger et c'est aussi ce qui permet d'accélérer justement la transition. Donc ça, c'est ce que je vais dire, c'est plutôt en amont. C'est le type d'investissement qu'on recherche. Et puis, il y a l'aval. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on doit fonctionner léger, on doit accélérer en termes aussi d'objectifs, de fonds, de combien on veut lever, de qu'est-ce qu'on veut faire aussi en termes d'ambition. Il faut aussi des plateformes, des outils pour quelque part, dans la volonté de transparisation, selon qu'on soit article 8, selon qu'on soit article 9, il faut aussi avoir des économies d'échelle, aussi en termes de screening et d'appariement par rapport à nos propres objectifs et à ce qu'on a envie de délivrer aussi pour nos investisseurs, qu'on soit dans une logique, j'allais dire dans la sphère de dialogue avec des investisseurs institutionnels, mais on a aussi une solution pour des particuliers. Donc voilà un petit peu la solution en termes d'equity, sachant qu'on a aussi un fonds de dette, mais bon, encore une fois, la philosophie est exactement la même de ce qui a été exprimé antérieurement. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Peut-être qu'on peut maintenant passer sur quelques freins. Tristan, vous parliez de la solution que vous proposiez. Quels sont les freins que vous rencontrez sur le déploiement de ces différentes solutions? Alors, ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, la technologie est là. On en a parlé tout à l'heure. Hein, tu as donné un exemple. Voilà, j'en ai cité quelques-uns. Il y en a plein d'autres. Donc la technologie est là. Elle est même améliorée par les nouvelles technologies digitales, etc. Les financements, on en parle beaucoup. Alors ça vient pour certains. Je parlais des subventions en ce moment. Voilà, c'est un peu moins qu'avant, mais il y a de l'argent, il y a de la dette privée, il y a de l'equity. Le frein qu'on rencontre majoritairement, c'est plutôt la conduite du changement, en fait. Béatrice le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a quelques années à peine, les technologies existaient, mais il n'y avait pas forcément ce besoin d'avoir des ensembliers clés en main qui viennent pour prendre la garantie de la performance, parce que la performance, elle est nécessaire, on en a parlé tout à l'heure. Il faut aussi le suivi. Donc, il faut des acteurs qui soient capables de l'implémenter, enfin de le concevoir, de l'implémenter et de reporter, pour dire voilà ce que j'ai fait, mon infrastructure, voilà ce qu'elle génère concrètement comme tonnes de CO2 évitées. Et ça, aujourd'hui, ça existe. Le problème, c'est que dans les organisations, là où on va installer, il y a un gros changement à opérer. Parce que souvent, les organisations, donc les clients qu'on cible concrètement, se sont structurés avec, alors je vais faire un peu caricatural, mais ça va illustrer le propos, avec des acheteurs investissements qui, eux, sont habitués à acheter des CAPEX le moins cher possible. Or, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est très carboné, parce qu'en fait, le CAPEX carboné est moins cher. Et de l'autre côté, un peu plus loin, vous avez l'acheteur OPEX ou le responsable maintenance, exploitation, qui, lui, gère un budget OPEX. Et souvent, les deux ne se parlent pas forcément. Sauf que, comme on l'a dit, en fait, c'est les économies générées sur l'exploitation qui vont financer le surplus de CAPEX. Donc, il faut que tout le monde se parle. Et en plus, pour complexifier un peu le truc, comme on parle de financement, le DAF va aussi devoir rentrer dans la boucle pour valider que effectivement ça puisse être financé par un tiers externe. D'ailleurs, il faudra qu'on parle de la patrimoine public où on peut le faire aussi, mais c'est le même challenge de conduite du changement. Donc en fait, notre frein, il est là. C'est que moi, on le voit, on en discutait avec Béatrice tout à l'heure, on discute avec des clients qui ont très envie de le faire parce qu'ils le voient, ils disent on en a besoin, c'est nécessaire. Il faut décarboner pour respecter les réglementations, l'indépendance énergétique, etc. On comprend vos technologies, on les voit, on y croit, mais maintenant, c'est très long. Donc, le principal frein, il est là. Et donc, voilà, on essaie de faire en sorte de montrer qu'il y a ce sujet-là et d'inciter surtout, et ça, c'est le plus, je terminerai là-dessus, il faut absolument s'y prendre très tôt. Très tôt parce qu'en fait, c'est long, il y a de la conception, donc il faut arriver en amont. C'est-à-dire que quand on a des projets de neuf, de rénovation, quel qu'il soit, ça peut être une rénovation uniquement du système de chauffage, ça peut être une réhabilitation du bâtiment.
En fait, tout ça prend du temps parce que il faut aligner tous les acheteurs CAPEX, les acheteurs OPEX, les financiers, les ingénieurs, les bureaux d'études, puisque c'est une conception, il faut prévoir la place dans la chaufferie, etc., etc. Donc, en fait, on voit que les succès, c'est quand c'est pris suffisamment tôt, qu'on se parle suffisamment tôt et qu'on met tout le monde autour de la table. On a des très beaux succès. À l'occasion, je pourrais vous donner des chiffres sur des infrastructures qu'on a installées chez des clients où il y a eu quasiment aucun CAPEX de déboursé, on a des économies très fortes, c'est complètement payé dans le temps. Donc il faut le prendre suffisamment tôt. Quand on arrive trop tard, c'est compliqué de rentrer des ronds dans les carrés, et, malheureusement. Donc voilà le principal obstacle. Merci beaucoup. Cécile, vous envoyez d'autres freins, vous faites le lien effectivement entre les solutions et les financeurs. Est-ce que vous pouvez prolonger? Oui, au-delà du frein opérationnel que j'évoquais tout à l'heure, dans cette capacité à finalement délivrer des financements en masse et en volume, nous on constate aussi un frein, notamment sur la partie crédit bancaire pur, sur le fait que ces opérations, ces projets en fait ont un ROI qui est faible, et donc du coup ça nécessite des financements très longs. Tu en as parlé, Béatrice, plutôt 12, 15, 20 ans. Donc, des taux qui sont élevés. Et tout ceci qui n'est pas forcément toujours très compatible avec une politique crédit d'un grand groupe bancaire, même si sa stratégie est celle vers plus de durabilité. C'est pas très compatible avec l'exigence en fonds propres associés. Donc finalement, il faut peut-être essayer de trouver d'autres solutions. Et aujourd'hui, ce qu'on voit apparaître quand même de plus en plus, même si les pouvoirs publics ont peu de moyens, au niveau de l'Europe, il y en a, et notamment au niveau de la Banque européenne d'investissement. Mais la BPI prend sa part également, et on voit apparaître de plus en plus une forme en fait de crédit, ce qu'on appelle des crédits rehaussés par une garantie d'un établissement public, rehaussé par un taux bonifié, c'est-à-dire avec en fait un apport d'argent plus faible, donc qui va venir au bénéfice, bien sûr, du projet et de l'emprunteur. Et finalement, la Banque européenne d'investissement est assez active. D'abord, c'est la première banque européenne du climat. Je crois qu'il y a 70% de son activité qui est dédiée en fait à ces activités vers plus de durabilité. Et la Banque européenne d'investissement est très très active, et notamment aussi au travers de ces programmes de prêts intermédiaires. Donc, elle signe avec beaucoup de groupes bancaires des programmes pour permettre finalement ce financement de la décarbonation à des conditions plus acceptables pour chacun des partenaires. Néanmoins, en fait, le frein majeur en fait de ces programmes-là, c'est que les critères d'éligibilité sont extrêmement complexes, extrêmement nombreux, et parfois très difficiles à comprendre en fait pour les gens du terrain, les banquiers qui doivent définir si le projet de leur client est oui ou non éligible. Alors là, j'ai envie de vous dire, le digital, c'est aussi une solution. En fait, c'est une solution puisqu'on peut créer, en tout cas chez Cales, on a créé un moteur d'éligibilité pour simplifier finalement cette identification, simplifier la distribution de ces programmes, simplifier aussi bien sûr leur reporting, parce que bien évidemment ces pouvoirs, la Banque européenne d'investissement a besoin de visibilité sur la consommation de ces programmes. Et tout ceci pour que ces programmes soient performants et qu'ils soient vraiment en fait délivrés aux porteurs de projets pour qu'on puisse financer finalement cette décarbonation. Merci beaucoup. On va essayer de boucler la boucle. On a parlé de financement, on a parlé de solutions, on a parlé de quelques freins. Après cette table ronde, Béatrice, est-ce que vous pouvez finalement nous dire qu'est-ce qui nous fait espérer dans l'avenir sur ce financement des infrastructures et leur décarbonation? Plusieurs choses. Alors, j'aime bien rebondir sur ce qui a été dit. Donc, c'est une déformation, j'ai un biais cognitif par rapport à ça. D'abord, effectivement, saluer le travail de la Banque européenne d'investissement, et notamment en termes de data, puisqu'en fait, j'invite, là, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle. On peut observer, ils ont une cartographie qui est extrêmement bien faite pour le suivi des projets, par type de projets visant la décarbonation, énergie renouvelable, etc. Et on s'aperçoit de finalement quels sont les pays, puisqu'on va parler au niveau de l'Europe, ils le font je pense même un peu ailleurs, quels sont les pays qui sont le plus, j'allais dire, avancés
en termes à la fois de projets sur les énergies renouvelables, projets sur la décarbonation. On peut dire que on n'est pas en queue de peloton, on est moyen, on va dire. C'est plutôt dans ce que j'ai en tête par rapport aux énergies renouvelables et à certains articles 8 ou 9, c'est plutôt l'Espagne et l'Italie en termes de pourcentage du PIB qui sont bien avancés. Donc ça, c'était pour... J'invite tout le monde à regarder ce que fait la Banque européenne d'investissement. Après, j'allais dire oui, l'espoir, on voit, il y a cette volonté de faire plus. Après, sur l'industrie verte, j'allais dire, il faut, par rapport à ce qu'on a dit au début, notamment la comparaison entre États-Unis et Europe, ce loi d'industrie verte et ce mot industrie verte n'a pas été probablement choisi par hasard, parce que quand on veut aussi relancer ou augmenter la croissance potentielle en Europe, il y a aussi cette idée que ces infrastructures vertes, de la transition, la décarbonation, vont aussi permettre sur certains territoires une forme de réindustrialisation. Donc en France aussi, en Europe. Donc les enjeux, j'allais dire, ils sont vraiment au niveau méta. Après, quand on voit ce qu'ont su faire les Américains, même si eux c'est de la subvention par rapport à l'IRA, l'Inflation Reduction Act, ils en sont à 500 milliards. Donc déversés dans leur industrie, c'est un bond de plus de 70% depuis 2 ans que la loi a été adoptée. Et eux ont véritablement compris que justement, pour avoir les leaders de demain, alors on va pas parler de grande capitalisation ici puisqu'on est essentiellement dans la partie privée, mais pour avoir les grands leaders de demain, il faut faire fort, il faut faire vite. Et par rapport aux élections, donc pour essayer de ramener ça par rapport aux élections et le résultat des élections hier, on peut se dire que même si les républicains n'ont pas voté, il n'y a eu aucun vote pour l'Inflation Reduction Act, même si Donald Trump, par exemple, a dit qu'il allait faire fi de cette IRA et l'arrêter, probablement qu'au niveau local, quand on voit le pourcentage d'investissement, je pense au Kansas, le fait que ça a permis une forme de réindustrialisation, probablement qu'il va s'en accommoder et qu'il va réussir en fait son grand pari de 2016, Make America Great Again. Quand on voit ce que font les États-Unis, on se dit ils ont réussi quelque chose. Même si encore une fois le mode de financement n'est pas le même, il faut que ça nous pousse justement à continuer dans cette voie et accélérer la transition. Donc voilà, c'est plutôt une forme d'espoir et pas de désespoir parce qu'il faut toujours être optimiste par rapport aux grands enjeux. Voilà. Très bien, merci. Mathieu, vous parliez tout à l'heure de pédagogie et justement, ça va dans ce sens-là, Béatrice, de se dire, voilà, espérons et puis mettons-nous en ordre de marche pour que ça avance. Qu'est-ce qu'on peut faire sur la pédagogie ? Beaucoup de choses, pour le coup. Non, mais je partage ce qu'a dit Béatrice. Je pense qu'il y a quand même des bons signaux qui sont avancés. Et sur la pédagogie, c'est assez simple. Nous, ce qu'on ressent vis-à-vis de l'épargnant, c'est l'épargnant est en quête de durabilité permanente. Il veut de la transparence. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Il veut des informations concrètes. Alors, je sais que c'est démocratisé dans le milieu de la gestion d'actifs, ce système de score ou ESG ou autre. Nous, on comprend en tant que professionnel du secteur. L'épargnant final ne le comprend pas. Et donc, c'est pour ça qu'il faut lui apporter des informations très concrètes de tonnes de CO2. On parle beaucoup de bilan carbone à titre individuel. Nous, c'est ce qu'on a fait typiquement chez Goodvest, c'est pouvoir divulguer des informations très concrètes sur l'impact de leur épargne en tonnes de CO2, en trajectoire de réchauffement climatique, en surface d'habitat naturel affecté sur la partie biodiversité. Donc l'épargnant, il veut ça et c'est comme ça qu'il se fait sa pédagogie, parce qu'il faut savoir que déjà en France, la culture financière est pas forte, la culture écologique moins, mais si on mêle les deux, c'est un désastre pour le coup. Donc voilà, il y a beaucoup de pédagogie à faire, de transparence et de formation. Ça passe également par la formation des conseillers bancaires, des conseillers financiers. De toute façon, nous on met vachement l'accent là-dessus. On bosse d'ailleurs régulièrement nous avec des conseillers en gestion de patrimoine et des conseillers en investissement financier qui ont besoin. La réglementation les oblige, MiFID II les oblige à tenir compte des préférences ESG de leurs clients. On leur apporte la solution effectivement clé en main et en plus de ça, on les forme également à ces enjeux-là pour qu'ils puissent finalement en parler à leurs clients, pour qu'ils puissent mettre fin à des légendes, on va dire urbaines, comme quoi l'investissement responsable performe moins que l'investissement traditionnel ou des choses comme ça. Donc c'est tout ce travail qu'il faut faire de pédagogie et de transparence pour favoriser encore plus finalement ce type d'investissement. Je ne sais plus qui a dit que finalement les pouvoirs publics n'avaient pas forcément de moyens et
le GIEC l'a très bien rappelé, il fait appel au financement privé également. Les flux privés sont quand même assez importants, donc il faut une mobilisation massive de ces financements. Et les solutions sont là, enfin on le voit sur ce panel-là. Hein. Là, on a toutes les étapes finalement du financement, à la fois ceux qui apportent la solution et les financeurs. Donc je pense qu'aujourd'hui, voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites et l'espoir en tout cas est quand même présent. Merci. Charlotte, vous pouvez conclure sur justement cet espoir que nous apportent les financements privés? Alors moi, je voudrais effectivement apporter un message très positif. Hein. On est face à des opportunités uniques. On a des sujets infrastructures qui sont des actifs à la fois performants économiquement et financièrement. Hein. Dans un environnement de taux positifs, on a, et même avant, on a un spread très positif sur ce type de financement versus des financements publics. Donc, on a des supports d'investissement performants qui apportent du concret. Ce sont des actifs réels et une contribution effective à la lutte, enfin aux enjeux diversité, biodiversité, environnementaux, etc. Donc on a clairement des solutions qui apportent une performance globale. Les investisseurs institutionnels l'ont bien compris depuis plusieurs années, et nous on ne doute pas que les particuliers aussi vont l'intégrer dans leur gestion patrimoniale, parce que clairement ce sont des supports très positifs, très résilients. Donc nous au contraire on est convaincu que la performance extra-financière nourrit la performance financière, et donc on n'oppose pas les deux. Au contraire, on considère que c'est une chance d'avoir ce type de support pour pouvoir apporter une solution aux enjeux climatiques tout en ayant un retour financier important, intéressant. Merci à tous. Il nous reste 10 minutes pour prendre quelques questions, ou à distance ou dans la salle. Merci Anne-Sophie pour la modération de la table ronde. Et je vois qu'il y a un commentaire en ligne, peut-être quelqu'un pourrait réagir. Et le commentaire, c'est sur le conflit éternel entre le propriétaire et le locataire dans le monde et de l'immobilier institutionnel. Le propriétaire ne sont pas encore suffisamment incités à... Excusez-moi. Ne sont pas suffisamment incités à financer les économies d'énergie qui bénéficient in fine aux locataires. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait réagir à ce commentaire. Oui, effectivement, ça on l'entend souvent. Et là encore, les solutions existent parce qu'on ne va pas forcer un propriétaire à porter tout l'investissement s'il n'en tire aucun profit, alors que justement le locataire, lui, va bénéficier de ces baisses de charges. Donc je me répète un petit peu, mais contractuellement, il y a des solutions. On sait, en fonction des baux, s'intégrer dedans, voire même il y a des solutions qui sont au-delà, hein, les contrats type réseau de chaleur, par exemple, qui permettent d'impacter dans les charges d'exploitation, donc pour les locataires, l'amortissement de l'investissement. Donc, c'est un vrai bon point. Puis la réglementation, en plus, je pense au décret tertiaire, par exemple, dit débrouillez-vous parce que c'est votre problème à vous deux, mais c'est compliqué de se débrouiller. Donc voilà, bon point, il existe des solutions, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, encore une fois, voilà, il faut mettre les bonnes personnes autour de la table. En général, ça se solutionne assez simplement. C'est que on vise comme référence les charges actuelles, ou alors les charges à venir, hein, si c'est du neuf par rapport à une référence, et on fait en sorte de se mettre juste en dessous. Donc comme ça, il y a déjà une petite économie qui est générée, donc c'est satisfaisant. Et en fait, on se met juste en dessous au niveau des nouvelles charges, mais en fait, l'économie est bien plus importante. Hein. Tout à l'heure, je vous donnais l'ordre de grandeur, hein, c'était 1 pour 4. Donc on est capable d'aller jusqu'à des infrastructures qui peuvent aller jusqu'à diviser par 4 les charges, c'est colossal. Enfin, diviser par 4, pardon, la consommation d'énergie, mais comme on passe du gaz à l'élec, parfois, on va dire, on divise par 2. Et donc tout ce surplus d'économie, du coup, va être passé, enfin va amortir l'investissement. Donc c'est de la charge, donc c'est moins cher qu'avant. Donc ça, c'est en général, ça passe bien pour le locataire, et ça amortit l'investissement, ce qui passe bien pour le propriétaire. Donc c'est possible.
Ouais, je voulais juste rajouter une remarque par rapport à ce que Tristan a dit, qui est plus encore macro. C'est qu'en fait, en termes de géothermie, la Suisse et la Suède font ça tout le temps. Donc, ils se sont mis autour de la table et comme tu dis, il y a un alignement d'intérêts. Et puis, quand on regarde un petit peu les données sur long terme, au-delà de l'amortissement, c'est vrai que du coup, même les propriétaires arrivent à mieux louer et aller capter ce qu'on appelle la valeur locative de marché. Donc, la dynamique, là aussi, est vertueuse. Voilà. J'avais une petite question, Paulina Bogoyevlenskaya. Je suis avocat en financement actif, LBO, immobilier, et je m'intéresse particulièrement à la transition énergétique. Merci pour la note positive. Normalement, je suis quelqu'un de positif aussi. Mais de fait de déformation professionnelle, je voulais plutôt intervenir sur les freins. Et merci Cécile d'avoir parlé de la dette bancaire. Effectivement, on parle de décarbonisation, d'accélération et de la dette privée, qu'il y a de l'argent. Mais la dette bancaire, mon constat, c'est qu'aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Les banques, malheureusement, même si ils parlent ils ont toutes leurs obligations, ils restent sur le modèle de rentabilité. Et nous, on n'est pas du tout dans ces, c'est pas du tout, on est loin des projets à rentabilité, même à 15-20 ans, hein, des échéances. Et quand on parle, à France Gaz, cette année, j'ai rencontré tellement des start-upers, des jeunes brillantissimes avec des projets basés sur le bois, sur le chanvre, sur dispositifs de détection des feux de forêt. Donc tout ça, en fait, ils disent mais les banques, ils veulent même pas nous parler. Et les banques, quand on parle aux banques, eux, ils sont sur leurs objectifs de reporting vis-à-vis de régulateurs et disent on va financer mieux et plus. Mais contrairement au fonds, on a l'article 9, l'article 8. Sur les SLL, on n'a même pas de KPI. On continue à définir les objectifs ESG et critères ESG comme une clause de revoyure dans 12-24 mois. Je sais, il y en a qui disent non, ça n'existe plus, on le voit toujours. Et quand on parle aux banques aussi, et quand je pose la question, comment vous il y a la Banque de France avec le critère climat, mais qui est toujours en élaboration pour la plupart du marché. Et quand je pose la question aux banques, comment vous interprétez, quand vous prenez en compte dans vos KPI, quand vous étudiez les projets en interne, comment vous prenez en compte le marché volontaire du carbone? Ils me disent, on le prend quasiment pas en compte parce que c'est très volatile, parce que il n'y a pas à part Vera et qui a encore, c'est aux États-Unis. Il y a le label bas carbone, mais il n'y a pas tout le monde qui est. Non, en fait, il y a même pas de. Le régulateur, il facilite pas ni la situation des potentiels emprunteurs qui sont eux au final, qui sont l'accélérateur de la transition, ni des banques qui savent pas à quoi regarder et du coup l'emprunteur il sait pas quoi montrer à la banque. Donc ma question, pardon, c'était, si vous voulez, si vous avez compris, je veux bien. Comment corréler tout ça parce qu'aujourd'hui, à mon sens, je pense que même si on dit qu'on va pas y arriver à 2030 à 55%, mais comment accélérer vraiment ce gap qui existe en termes de financement bancaire? Alors, bien sûr, je ne vais pas pouvoir vous apporter des réponses parce que d'abord, je suis pas l'avocate ni de l'industrie bancaire. Donc, simplement peut-être un témoignage en fait de ce que je vois en fait et de ce qui se passe sur notre plateforme et des échanges qu'on peut avoir avec tous nos clients banquiers. Je pense que ces crédits à impact que vous évoquez, on appelle ça des SLL aussi, c'est-à-dire ces crédits à impact qui ont des indicateurs ESG associés et qui font qu'il y a une variabilité de la marge qui peut être aussi appliquée, sont en train d'accélérer. Ces clauses de revoyure dont vous parlez, oui, parce qu'aujourd'hui c'est encore difficile en fait de trouver les bons indicateurs. Certains me disaient que le seul indicateur qui est le plus fiable, c'est le bilan carbone.
aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup finalement de crédits impact qui commencent et qui démarquent avec cet indicateur-là, mais qui est déjà un très bon indicateur et qui finalement répond à notre problématique d'aujourd'hui. Et sinon, ces clauses de revoyure, c'est plutôt on signe parce que le besoin de financement, il est là, il est immédiat, et on va se donner 1 ou 2 ans pour que l'entreprise elle-même fasse son propre bilan, c'est-à-dire l'entreprise emprunteuse, celle qui a le projet, fasse son propre bilan, identifie finalement une trajectoire possible et sur quel élément elle va pouvoir, enfin cette entreprise va pouvoir jouer pour définir finalement après cette trajectoire dans 12 à 24 mois, et ensuite ce seront des indicateurs qui seront ensuite entérinés et qui seront en effet pilotés sur le reste du temps de la dette. Je pense, et ça rejoint un peu ce que tu disais, Tristan, c'est aussi c'est l'accompagnement au changement aussi. On est dans une mutation. Je pense que ça soit en dette privée ou en dette bancaire, on est dans cette mutation du passage du tout financier à l'extra-financier. Moi, ma conviction, c'est que l'extra-financier, c'est le financier de demain, hein, donc on ne parlera plus que de ça. Mais il faut ce temps et cette mutation, ce temps de transformation des organisations, parce que ce sont des énormes organisations qui ont leurs propres contraintes et une régulation qui est énorme. Enfin, les banques sont soumises à une régulation qui est colossale, avec des exigences en fait en fonds propres qui sont colossales. Alors le Green Asset Ratio, je pense, sera peut-être une réponse aussi, parce que ça va pousser finalement les banques à verdir leur bilan, bien sûr. Donc, je pense qu'on va y arriver, et je pense qu'aujourd'hui les banques françaises, mais je pense globalement européennes, sont plutôt dans cette démarche-là que plutôt d'accompagner la transformation. C'est vraiment un enjeu à la fois d'accompagnement de leurs clients, mais aussi un enjeu sociétal. Je pense qu'elles se sont toutes mises. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je ne suis pas la représentante du milieu bancaire. Gentil. Je pourrais peut-être, en tant que banquier, vous apporter quelques éléments de réponse. Les banques opèrent principalement par rapport aux contraintes réglementaires. Pour le faire très simple, aujourd'hui, le tenant des contraintes réglementaires, le régulateur, ne prend pas en compte l'impact environnemental. Alors que ce qui est pris en compte, c'est le risque sur le système financier. Et il considère que, pour le faire simple, le risque de double matérialité, enfin donc le risque global sur le système, supporté par d'autres que ceux auxquels la banque prête, eh ben, il n'existe pas. C'est très loin de ce que l'on perçoit actuellement. Donc, votre question, c'est comment faire sauter cette contrainte. Alors, effectivement, il y a urgence parce que les financements bancaires en Europe représentent la large majorité du financement, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises. Malheureusement, ça bouge pas. Il faut simplement... Enfin, les banquiers n'opèrent que par rapport à des métriques. Il faut des indicateurs, des KPI, des retours sur fonds propres, etc. Si la mesure du risque environnemental n'est pas faite et intégrée dans la réglementation, il ne va rien se passer. Les centaines de milliards qu'il faut mettre sur la table dans les 5 ans ne seront pas mis. C'est mécanique. Malheureusement, c'est la situation. Alors, sur le point du marché volontaire du carbone que vous avez fait, qui est extraordinairement pertinent, parce qu'on perçoit tous qu'il y a quelque chose à monétiser, là. On y est presque. Il y a un prix pour la tonne d'équivalent CO2. Enfin, il y en a 70 dans le monde, mais c'est pas grave. Il commence à y avoir quelque chose. Alors, malheureusement, il n'y a pas de marché du carbone actuellement, ça n'existe pas. C'est pas achetable et vendable. Donc c'est pas monétisable, c'est pas couvrable.
la première objection que vous font les financiers à prendre en compte dans un plan de financement les crédits carbone, c'est que la solidité juridique de ces contrats est très loin d'être assurée. En clair, c'est du vent. Bon. Oui, non seulement il n'est pas réglementé, mais c'est pas solide. C'est-à-dire que, bon... Ouais. D'accord. Mais tous doivent avoir entendu ces deux obstacles, ces deux freins que l'on a sur le marché carbone et sur la réglementation bancaire, parce que pour que ça avance, il faut simplement que la pression s'intensifie par tous les acteurs, d'une manière ou d'une autre. Parce que ces deux solutions, un financement bancaire optimisé pour la transition et monétisation des crédits carbone, sont parmi les plus efficaces qu'il puisse y avoir. Donc ça ne viendra que si la pression est simplement au-delà de la capacité de résistance des parties prenantes. Merci beaucoup à tous. On arrive à la fin de la conférence. Merci encore à nos intervenants. Et je fais rapidement un récapitulatif de nos prochains événements. L'Insure Day, la journée de l'assurance, le 19 novembre au Parc des Princes. Toutes les informations pour vous inscrire sont dans notre site web Finance Innovation. Et nous organisons le Real Estate Day le 20 mars 2025. Et si vous voulez connaître le programme et les modalités des participations, d'intervention, n'hésitez pas à me contacter directement. Un grand merci à tous et à bientôt dans un prochain événement.